d'atterrissage dure à peu près, je vais dire, 5 minutes chacune de ces vols, là, le temps de rouler, etc. On va dire globalement 10 minutes, puis on va dire à peu près 10 minutes de l'autre côté, le reste c'est...
pas question de venir parmi nous. Eh bien, on va demander aux invités de nous expliquer.
notre ami PV Hélicoptère. Si ça vous intéresse, c'est 70 € le vol. Vous partez du bout du port en direction de la plage de Lausanne. Finir aujourd'hui, demain, et je vais emmener ça ce soir, comme ça j'ai pas besoin de refaire pour demain le plein. Ça va me faire gagner un petit peu de... Voilà, il y a tout ça, c'est notre chapiteau le ludique, il se trouve entre le grand chapiteau et le port. Vous ne pouvez pas le louper parce que vous allez voir, c'est très coloré. Donc, eh bien, les parents, si vous avez envie d'offrir un petit souvenir du rêve d'Icare, c'est là-bas qu'il faut aller. Et ce ne sont pas forcément les mêmes filières de formation. Alors, il y a plusieurs possibilités en termes de formation. Soit on fait de la formation initiale, qu'on peut coupler avec de l'apprentissage, soit... Barrière, ça va? C'est assez loin la barrière? Non, alors, les deux barrières dégagées, il faut éviter de... Restez avec nous, juste à côté, vous allez voir, on va vous présenter là aussi quelque chose de surprenant. Bruyant, certes, mais surprenant. Ce petit avion qui posait sur une tablette, figurez-vous qu'il va à plus de 300 km/h. Eh oui, ça paraît drôle, hein? Eh ben oui. Alors attention, tétute, pimpon, j'arrive. Hop, hop, hop. Alors, tiens, on va pas faire comme d'habitude. D'habitude, on fait toujours dans le même ordre. Mais moi, je ne sais pas quand c'est pareil. Tiens, déjà, monsieur Fabrice, il est fermé. Voilà. Son cassis reprend s'installer. Alors, une protection, on ne se met pas derrière. Sinon, les lunettes et les brushings, c'est mort. Voilà. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Limite les applaudissements, hein. Il va falloir mettre la gomme, hein. Ah, il n'a pas retenu encore ça. Alors, pourquoi il faut le retenir? Tout simplement, cet avion, comme je vous l'ai dit, il est hyper puissant. Plus de 300 km/h en vol. Vous avez bien compris que si là on le fait partir, vous voyez, le coq qui est sur l'église de Notre-Dame, c'est mort, il est parti, il n'y en a plus. Voilà. Donc on le retient l'avion pour vous faire cette démonstration, pour vous approcher de la puissance réelle qu'a cet avion. D'où l'intérêt de ne pas se mettre derrière, parce que vous allez voir les petites manchouilles là, ça va vraiment pas trop loin. Donc le reste, c'est pas mon domaine, c'est le domaine de Fabrice, qui fait partie de l'aéroclub de Royan, qui se trouve, si vous voulez aller voir cet avion et tous ceux qui sont dans le stand ici, eh bien ils volent les week-ends, la semaine, parce qu'ils ont le temps, il y en a qui travaillent, d'autres ne travaillent pas. Vice-président de l'aéromodélisme de Royan, LCCB, modèle club de la Côte de Beauté. Voilà, je vais vous présenter mon avion. Donc il s'agit de l'Odyssey Jet. Il fait 2 mètres d'envergure,
2,30 m de long. Il est mu par un réacteur de 12,2 kg et il pèse 11,7 kg à vide. Il a des réservoirs d'un contenu de 4,2 environ, c'est du kérosène. Voilà. Et avec un mélange d'huile pour pouvoir lubrifier les petits roulements à billes, parce qu'il tourne à 42 000 tours au ralenti et 152 000 tours en plein pot. Donc c'est assez... voilà. Donc la peinture est perso, c'est une déco que j'aime, voilà, simplement. Voilà, il est tout en composite, en contreplaqué et il a de la fibre de carbone naturellement pour pouvoir le maintenir. Ça vole, comme il vous l'a dit, à environ 300 km/h en vitesse de pointe. Donc nous on évolue sur un terrain, on va environ à 500 mètres à droite, à 500 mètres à gauche et on a une altitude limite de 500 mètres en hauteur, les avions grandeur aiment pas. Voilà. Un avion grandeur. Frein électrique proportionnel, les volets, les ailerons, la profondeur, tout fonctionne. Donc je vais procéder au démarrage. Alors les gens qui ont des problèmes auditifs, faites attention, c'est assez violent. Voilà, un petit peu bruyant. Donc on va commencer la séquence de démarrage, ça dure environ 20 secondes, le temps de réchauffer la chambre et qu'ils prennent ses tours. Voilà, on commence. Allez, c'est parti. Là, on entend l'injection de carburant, ça va commencer à prendre des tours. Voilà, là il est au ralenti à 42 000 environ, donc je vais faire une petite accélération. Attention aux oreilles. Tout va bien jusque-là? Je sais pas où. Le moteur d'abord, parce qu'on a un challenge, c'est bien ce matin pendant la troisième démo. Tout le monde a gardé les mains en l'air jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes en train de travail? Les mains du travail! Allez, regarde! Jusqu'au bout! Allez! Mesdames et messieurs, l'aéroplane aujourd'hui, c'est un grand avant. Nous avons au fond la... Attention, à gauche. Là, on est juste au ralenti. Je vais procéder à l'accélération, donc attention aux oreilles. Je pense. Allez.
Ça va bien? Vous en voulez une deuxième? Ah, il fait du bruit, j'ai pas entendu. Vous en voulez une deuxième? Et c'est là, on va voir si on va battre leur corps. Voilà, regardez, elle arrive face à vous, hop, et ça monte. Pour vous, mais elle s'en sert de calage, de repérage pour le meeting de demain. Donc l'un va avec l'autre. Et c'est pour ça que vous pouvez en bénéficier maintenant. Elle viendra nous rejoindre tout à l'heure sur la scène principale. Vous aurez l'occasion, si vous avez des questions à lui poser, elle se fera un plaisir de vous répondre. Et surtout, vous aurez l'occasion d'écouter ce qu'elle a à vous raconter sur son histoire de vie de pilote et sur ses conditions un peu particulières de piloter un tel avion. Non, mais demain, t'as l'extra 300 et l'extra 330. T'as elle et t'as les mecs de la clé. Hein? Allez, un petit adieu, enfin au revoir plutôt. Merci, on l'applaudit très fort, on lève les mains au dernier passage. S'il y avait quelque chose de spécifique qui avait été fait depuis non pour Bien sûr, vous aurez tout le loisir de prendre des photos, il n'y a pas de problème, bien au contraire. Elle se fera elle-même un plaisir, elle vous offre ce plaisir pendant le répliquard de se présenter à vous et de vous faire découvrir cette belle aventure de femmes pilotes et surtout des femmes pilotes acrobatiques. Méritez bien, madame, croyez-moi, et le répliquard vous en remercie. Donc je vais vous demander de bien vouloir de rejoindre madame Catherine Mallory sur notre jolie scène et de nous raconter cette belle aventure de votre vie de pilote femme acrobatique. Je vais vous laisser accompagner en charmante compagnie de mes camarades. Merci. Alors j'avais un papa, comme ça, on va dire ça de l'importance, j'avais un papa qui adorait l'aviation, qui était pilote à l'époque à Saint-Malo, et il m'a emmené quand j'avais 8 ans. Et je dois dire que ce baptême de l'air a été pour moi de l'ordre de la révélation. J'ai trouvé ça extraordinaire, la distance par rapport au sol. C'est-à-dire, tout d'un coup, les choses prenaient leur vraie place. Le monde n'était pas juste cette toute petite école, ce petit truc où les gens étaient menaçants. Et tout d'un coup, les maisons étaient petites. J'ai eu l'impression de voir la vie sous un nouveau jour. Et je me suis pas lassée. Bon, je ne suis pas arrivée là.
parce qu'elle passe vite. J'ai attendu d'avoir 14-15 ans, avec les cahiers d'aviation que je faisais signer les grands aviateurs. Mon père a continué à voler, il était un médecin, mais il m'a emmené voler. Et dès 15 ans, j'ai été la chance. On pouvait voler seul à 15 ans, je me demande si c'est pas 16 maintenant. En tout cas, la France, 15 ans. Et on doit attendre 17 ans pour passer le brevet. Et donc tout ça, vous vous rendez compte, c'est bien avant de savoir conduire. C'est-à-dire que je me revois avec des jambes tremblantes pour m'en lâcher toute seule avec 5 heures de vol, c'était une folie dure quand on y pense. Et de me dire, on me confie un avion, jamais on m'aurait confié une voiture. Donc tout d'un coup, vous avez devant vous une petite piste en herbe, et c'est aussi la capacité à prendre des responsabilités, la vie d'adulte, le moment où, c'est pour ça que c'est formidable de faire de l'aviation très tôt, parce que ça donne le sens des responsabilités. Il n'était pas question de ne pas le faire correctement, parce qu'il fallait quand même revenir. Et donc j'avais tout d'un coup ma vie entre les mains. Plusieurs pilotes de France à cette époque-là, à breveter. Ouais, alors, je vais te dire, ça c'est pas rare. J'étais la plus jeune pilote de France parce que j'ai passé le jour de mes 17 ans, mais je pense que tous les ans, il y en a 50. C'était pareil. C'était pareil. Il y en a plein. On est plus jeune pilote pendant une semaine. Hein. Il y en a un autre qui a 17 ans et qui va falloir le faire. Mais ça veut dire quand même qu'on est capable d'être breveté à 17 ans. Et à l'époque, j'ai emmené voler. Quand on est breveté, on a le droit d'emmener quelqu'un. Et j'ai commencé par ma grand-mère, que j'adorais, qui était anesthésiste, et qui faisait des tas de choses, et qui m'a dit, moi je vais. Et en fait, on est parti, dès qu'on était en l'air, je voyais des cramponnets comme le bord, et après elle s'est vue avec moi en l'air, elle s'est dit quand même, merci, j'ai vu, on rentre, je suis on est rentré. Mais son courage l'a un peu lâché dès qu'on était en l'air. Alors là, on est dans le domaine du terre et tout dans l'aéronautique. Et les femmes pilotes. Est-ce que tu peux nous donner rapidement un peu d'historique de l'automobile? Alors je vais faire de mon mieux. Ce qui est sûr, ce qui est formidable, c'est que déjà la France est une nation pionnière, vraiment. Presque tout s'est fait en France. Et quand je vois des manifestations comme ça, je me dis aussi, l'esprit français il est toujours là. De capacité d'aller en avant. C'est vraiment la France qui a quand même et entraîné les autres, et eu des vrais pionniers. Et les femmes aussi. Les femmes, elles ont tout de suite été, je dirais, au même niveau des hommes, mais à ce moment-là, où elles n'avaient pas encore pu trouver leur place si facilement, elles se retrouvaient tout d'un coup à égalité sur quelque chose. Quand vous faites du pilotage comme vous m'avez vu faire, pratiquement, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Si vous faites un match de tennis, c'est sûr que si vous avez en face quelqu'un qui est plus costaud, vous ne pourrez pas vous battre à égalité. Tandis que dans une machine, il s'agit juste d'être, ça va être de la stratégie, ça va être, c'est pas la force qui va gagner, c'est la résistance, et ça les femmes elles l'ont. Et souvent elles l'ont presque plus, parce qu'elles ont à vivre, à mettre des enfants au monde, à faire des tas de choses qui sont finalement difficiles, elles sont costauds. Et puis les femmes à ce moment-là, donc, elles ont pris leur place, et je pense aux premières qui ont commencé par les ballons, je pense à Elisabeth Thible, j'aime bien la citer parce que quand elle a voulu faire du ballon, ces messieurs de l'Académie des sciences ont dit que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas laisser faire, parce que jamais les organes féminins ne seraient capables de supporter des pressions pareilles de monter dans un ballon. J'aurais aimé savoir ce qu'ils auraient pensé d'un petit vol en extra. Et donc, ils pensaient vraiment, mais à l'époque on pensait aussi étouffer un train, un petit peu avant. Donc on a tout fait pour les arrêter un peu, mais pas trop au début, tant que je n'ai pas les premières, Élise de Roche, Baronne de la Roche, elle a le premier brevet en 1910, le 8 mars, c'est-à-dire qu'on donne cette année-là l'Aéroclub de France, qui est pionnier, qui encourage tout ça, qui donne des prix pour faire avancer, va donner par ordre alphabétique les 20 premiers brevets. Et donc, ça nous fait toujours un peu rire, parce que Blériot est numéro 1, puis les frères Wright, qui sont quand même le premier vol, se retrouvent 20e. Mais elle a le numéro 36 et le premier numéro des femmes. Et les femmes, elles vont faire des choses extraordinaires.
Thérèse Pelletier va être la première à voler seule. Et puis après, on va avoir ces grands noms comme Hélène Boucher, Adrienne Pollan, qui va 10 ans avant l'Hermoz et Guillaumet traverser toute seule les Andes avec un avion qui normalement n'est pas capable de monter aussi haut. Enfin, une part de chance, il y a une part d'audace, de cet esprit d'aventure extraordinaire qui a été toute l'histoire de l'aviation, qui fait qu'on est capable de penser autrement, on est capable de prendre des risques, de les accepter, on est capable, on a besoin de savoir, tout ça, les femmes l'ont exactement de la même façon, et finalement, elles vont ensuite avoir du mal à faire leur place quand on va en faire des métiers. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va commencer à jouer, c'est la Première Guerre mondiale. Et là, on ne va pas laisser les femmes être combattantes. Et à la Seconde Guerre mondiale encore, on leur dira qu'elles sont capables de convoyer. Donc tout ça, effectivement. Et ensuite, vous vous rendez compte que la première femme qui a le droit de rentrer à l'ENAC, c'est Patricia Hafner, en 1974 seulement. Et c'est son papa qui est pilote de ligne, qui au moment d'inscrire sa fille voit il faut être de sexe masculin, son sang ne fait qu'un tour. Et il va voir le premier ministre, je crois, du temps, Dr Mesmer, et lui dit oui, effectivement, il tente de changer ça. Et donc, on va changer. Et au départ, on ne pouvait pas faire l'ENAC, on ne pouvait pas rentrer dans les compagnies. Et puis petit à petit, les femmes ont fait leur place, et maintenant elles sont partout. On a beaucoup entendu parler ces jours-ci de Caroline Legge, qui a été la première femme pilote de chasse formidable, qui nous a quittés bien trop tôt. 10 fois champion de France, de voltige. 9 fois champion du monde. Présidente des aérodromes de France. Présidente du musée Bourget. Le musée du Bourget, c'est là que j'ai appris un peu ce que j'ai aimé. C'est vraiment une carrière magnifique. Alors, parle-nous de cette compétition de travail. À vrai dire, quand mon père m'a emmené voler, j'avais 8 ans, son instructeur à lui faisait de la voltige, il s'appelait Marcel Charolais, et à l'époque, il faisait des championnats de voltige. Donc c'est la première chose que j'ai vue. Et vous savez, vous avez peut-être entendu parler des petites oies de Coralie Lorenz. Vous savez, quand elles naissent, elles s'attachent au premier truc. Leur maman, c'est la première personne qu'elles voient. Et ben moi, ma maman, ça a été Marcel Charolais qui faisait de la voltige. Et je me suis pas lassée. Et j'ai attendu, j'attendais d'avoir 14 ans, 15 ans pour pouvoir, avec mes cahiers d'aviation. Et surtout, ce qui m'a semblé extraordinaire, c'était voler m'intéressait. Mais la maniabilité, ça m'a paru une danse, moi qui ne suis pas droite pour danser, ça m'a paru absolument merveilleux, l'expression même de la liberté. J'ai compris, en faisant un certain nombre de bêtises, et j'ai compris très vite que cette liberté avait un prix très cher à payer, que c'était au contraire ce qu'est à l'équitation le cadre noir, c'est-à-dire une discipline d'une très grande rigueur. Parce que vous l'avez vu, il y a le fait d'être précis, et puis il y a le fait que quand vous êtes entre 400 km/h ou 0, quand on recule, des choses comme ça, vous êtes quand même qu'à 2 secondes du sol. Donc tout ça, c'est un travail incessant. Et puis, quelque chose il y en a peut-être quelques-uns qui m'auront vu préparer comme on voit les autres. Ce que m'a appris la voltige, qui peut servir à des tas de choses, c'est qu'un championnat du monde, c'est tous les 2 ans. C'est pas beaucoup. Et vous allez voler, le temps que j'ai volé, 3 fois. 7 minutes. 7 minutes. Et là, vous devez être bon à ce moment-là. Inutile de dire, c'est pas en partant à 5 minutes avant que vous allez le faire. Donc, il y a un travail de gestion du temps extrêmement long. C'est un minimum de 2 ans de préparation. Et puis vous arrivez progressivement dans l'entonnoir de la décision où pendant 6 minutes vous allez enchaîner des choses qui doivent être complètement prêtes de façon à avoir l'esprit libre pour parer à ce que vous n'aurez pas prévu. En croyant avoir tout prévu, il y aura toujours quelque chose que vous n'avez pas prévu, qui peut être le vent qui vous a poussé, puis comme un fait qui vous a décalé, qui peut être que tiens, ça descend plus que d'habitude, bon, il faut que je change mon fusil d'épaule, il faut que je le fasse autrement. Et ça se prépare longuement, et ça se prépare en équipe.
on a l'air seul. Quand vous fermez le cockpit, vous êtes tout seul. Et vous êtes tout seul les 10 minutes. Tout le reste du temps, vous avez votre mécanicien, vous dépendez de lui, votre vie en dépend. Vous avez votre coach, vous avez votre médecin, vous avez tous les gens qui vont vous conseiller. Vous avez tous ceux qui... Il y a toujours un mentor. Le premier, c'est mon père. Après, ça a été un mentor pour gagner la compétition, pour regagner 10 ans après. C'était horriblement dur, j'avais perdu, il fallait remonter la pente. C'est Nicolas Ivanov qui, à coup de claque mentale, m'a forcé à avancer en disant, et quand je disais non, j'ai pas envie, il disait mais nous on s'en fiche, retourne dans ton musée, et sinon tu te remues et tu fais ce que je t'ai dit. Bon, d'accord, bon. Et j'ai gagné en remontant 7, 5, 3, j'ai refait le boulot à l'envers. Ça c'était dur parce que tout avait changé, les avions avaient changé. C'est pas parce qu'on a gagné une fois qu'on va gagner la seconde. Et donc j'ai appris toutes ces choses-là, le mentor, l'équipe dont vous dépendez, dont vous avez besoin, celui qui vous regarde dans les yeux en partant, qui vous dit je crois en toi, parce que si personne croit en vous, vous ne gagnez pas. Et donc c'est tout un ensemble. Ces choses qui existent dans l'armée, on pourrait bien vous dire, et qui quelquefois dans le civil se construisent, sont moins évidentes. Mais en France, on est aussi bien aidé, on a une fédération puissante, avec des gens, des entraîneurs. Vous ne verrez personne qui ne soit pas au niveau, il y a des niveaux de compétition, vous ne pouvez pas juste parce que vous avez un avion, acheter un avion et l'argent pour le payer, débarquer et voler à n'importe qui. Non, c'est un très très gros boulot, mais... Moi, je vais parler de mon premier lâche téléphone. Je crois que quand je t'entendais parler, je l'ai revenir et parce que je sais que en fait, un peu plus sur ce moment-là, c'est le grand moment de la vie, le plus grand moment de la vie d'un pilote, non? Cette façon de dire, là maintenant tu es capable, tu vas, surtout en plus quand tu es vraiment très jeune, tu dis oui, je vous dis, j'avais vraiment les jambes qui tremblaient. Et j'ai fait à ce moment-là, après mon lâcher, une bêtise magistrale. J'avais le droit uniquement de faire ce qu'on appelle des tours de piste. Quand vous avez une piste, vous décollez, hop, vous tournez, vous refaites en vente arrière, une base, et on se pose. J'avais le droit d'en faire 3 ou 4 quand il faisait beau. Et en fait, j'étais, je pense, je ne sais même plus, je pensais en seconde, et j'ai décidé de frimer. Il faut le faire hein, quand même. 15 ans, je suis quand même championne de la frime. Si vous trouvez mieux, je suis preneuse. Et donc, à ce moment-là, ça m'a passé, hein, à ce moment-là, j'ai dit à mes copains en classe, on avait un contrôle, j'ai dit, moi je vais venir en avion, au-dessus de l'école. Alors, en 15 ans. Et donc, et je ne savais pas naviguer, je ne suis toujours pas très forte, mais là... et donc, c'était un roman, il fallait que j'aille à Elbeuf. Alors j'avais regardé quand même le cap, je me suis dit, quand je sors du terrain, si je vais tout droit, je trouve la Seine, je la suis, je remonte là, hop, la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle, et le lycée était là, je tourne, je reviens, personne ne verra que du feu. Je dis que je fais 3 tours de piste et je m'en vais. Alors, je fais ça. Je pars, je retrouve je tourne hyper bas, le truc, affreux, je tourne hyper bas autour de l'école, tout ça, et contente de moi, je repars, je me pose en lui disant, pas possible que quelqu'un ait vu quand même. Et en fait, en face de l'école, il y avait une gendarmerie. Donc eux, ils disaient, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est cet avion qui tourne en pleine ville, aussi bas. Ils avaient pris l'image, ils avaient appelé, c'était beau ça, Romain, ils avaient appelé, et ils ont dit, vous n'avez pas un avion qui s'appelle truc machin, je sais pas quoi, qui tourne. Ils ont dit, ah mais si, mais non, c'est pas possible, si, c'est possible. Et donc, quand je suis arrivé, il y avait un comité d'accueil extrêmement peu sympathique qui m'attendait, qui braillait, et qui voulait me faire sauter ma licence. Et je n'en avais pas. Il a beaucoup simplifié les choses et évité de briser ma carrière, parce que comme j'en avais pas, ça a été étouffé, je crois qu'ils ont eu peur que mes parents le sachent, et l'aéroclub ne m'a jamais dénoncé. Donc c'est resté secret pendant des dizaines d'années. C'est moi qui ai fini par un jour exhumer ça de mes souvenirs, et par contre ça m'a rendu prudente à vie. Je suis très très prudente, parce que rétrospectivement je me suis dit, je ne peux pas faire un peu plus dangereux quand même. C'était horrible. Donc après, et toi t'en as fait des bonnes comme ça? Que je pourrais raconter aussi simplement que toi, là en public, non.
suis un peu obligé de tirer, mais je suis pas obligé de tirer fort. Ça, c'est un avion école, enfin pas un avion école, c'est un biplace, c'est un bon gros pétapouf. Il fait des trucs plutôt arrondis, plutôt. Et donc, ça sert à rien de. Si je tire trop fort, je vais dégrader sa performance. Quand on a un avion plus pointu, on peut aller jusqu'à 10. Et en fait, on s'habitue très bien. Il faut savoir que nos jets à nous sont très courts. Alors que quand on est dans un chasseur, 5G dans un chasseur, c'est terrible parce que quand vous avez des grands volumes, ça dure. Nous, ça ne dure pas. Quand vous vous mettez vertical à 5G, ça dure une seconde et demie. Donc, en fait, on s'y fait très bien. Sinon, quand on la tête en bas, en l'air, de l'autre côté, la perte des repères est importante. Ouais, alors, il faut impérativement une bonne oreille interne. Et puis, on apprend à regarder. Il y a des choses que je regarde, je regarde beaucoup en bout d'aile, la position de mon aile, je regarde devant, je surveille sans arrêt mon altitude. Donc, en fait, mon regard, il va surveiller vitesse, altitude, bout d'aile. Devant, ça ne sert à rien, je ne vais jamais regarder vers le haut. Je vais regarder le bout d'aile si je monte, et je vais regarder devant si je descends. Et en un circuit visuel qui doit être rapide pour surveiller tout, bah, c'est bien. Il y a des figures qu'on fait, en réalité il y a une grosse part de timing d'instant, je fais un demi-tonneau, un tonneau, j'arrête d'instinct, et puis là je vois si c'est bon. Mais je ne peux pas suivre, je vois défiler, mais je ne peux pas dire je l'arrête parce que j'ai vu, ça irait trop tard, ça serait trop tard. C'est mon instinct qui arrête, le cerveau fait des petits calculs. Et celui-là ne tombe pas trop vite, c'est assez facile. J'ai toujours gardé dans ma tête, parce que je suis admiratif de la carrière de Catherine, bien entendu, que je suis, bien que nous ne soyons plus en contact depuis très longtemps. Ça permet de survivre, d'avoir un peu peur. Absolument. Alors, pour ma part, j'ai également une longue carrière aéronautique, et effectivement, le thème de notre podcast, de temps en temps, c'est même pas peur, me faisait peur. Parce que je me disais, non, c'est pas le bon terme. Et on a rencontré une génération de pilotes qui disaient, mais pas peur. Alors, dans un avion, il faut toujours avoir une certaine crainte et bien entendu prêter attention aux risques collatéraux. Voilà, merci. Merci. Je pense qu'en maintenant, c'est qu'on n'arrive plus à la dominer, donc il faut que ce soit juste la petite chose qui nous sert de garde-fou. Je dirais que j'avais eu beaucoup de chance parce que c'est un musée qui dépend du ministère de la Défense, des armées maintenant. C'est pas un musée de la culture. La Défense a 3 musées, l'armée, le musée de la marine et le musée de l'air. Et j'ai retrouvé, pour pouvoir être sélectionné pour ça, la proposer, je sais que je fais un peu, mais quand même, d'autres gens qui étaient intéressés, j'ai retrouvé ce que je devais faire pour la moitié, c'est-à-dire l'anticipation, travailler, préparer les entretiens que j'allais avoir, et essayer de comprendre comment ça marchait. Moi, c'était un établissement public, j'ai un établissement public, j'avais des études de philo, j'étais pilote, donc on pensait à moi pour intéresser les gens du domaine de l'aviation. Moi, je devais apprendre une sorte de choses extraordinaires, et puis ça m'a plongé dans, enfin, j'ai essayé de le rendre vivant, ça m'a beaucoup intéressé, de voir tout ce qui s'était passé, tout ce que ça représentait comme état d'esprit. Et puis après, il y a des challenges aussi. Il fallait, comme pour voler, il fallait, quand on a besoin d'une équipe, il y a aussi trouver de l'argent. Essayer d'aider le musée, essayer d'aider la défense à avoir des budgets pour, si les Américains ils ont fait un haut 39-45 pour appeler les Warbirds. Avec les Russes à l'époque, on avait de meilleures relations. On a fait un coup sur le Normand-Crémet, extraordinaire avec les Russes. On a réussi à faire beaucoup de choses, sauver le bâtiment qui est art déco et que les gens trouvaient inintéressant et qui maintenant est considéré comme une pure beauté. Ça me fait penser, hier je me suis promené dans Royan avec délectation en voyant des magnifiques bâtiments des époques 1950 très bien restaurés, en me disant mais on a mis ça en avant alors que pendant un moment on ne voulait plus le voir. Et c'est une énorme richesse. La nouvelle championne du monde, Pierre, a gagné 3 fois de suite, qui s'appelle Aude Lamont. Un jour, au moment où je commençais à me dire, bon, j'ai peut-être raccroché, c'était moins amusant tout seul. Elle m'a dit, mais toi, dedans, là, viens donc avec moi, on va faire un truc à deux. C'était un peu le hasard. Comme toujours, j'étais heureuse. Je suis de la Beauce, j'habite en Beauce, et on volait à Méridel. Il fallait voler à Méridel.
Bon, la montagne, c'est pas trop non plus. Donc elle est là-bas. Elle m'a dit, bah, mets-toi dans mon aile, on monte toutes les deux, t'attends 5 minutes, on fait chacune, blablabla, on redescend toutes les deux. Puis on est passés ensemble. Et les gens nous ont dit, mais c'est super sympa. Et alors après, on a commencé à voler toutes les deux, faire des cours. Merci beaucoup. Merci, comme c'est gentil. Ça va bien. Continuez, pratiquement chez moi. Il va aller rejoindre cette formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le final avec Madame Feu, qui a fait son représentation. Oui, quand même. Au moins le président. Il faut en profiter tant qu'elle est avec nous. Demain, il sera un tout petit peu plus haut, ça sera plus difficile pour la prendre en photo. C'est pas... Oui, ça passe. Merci. Et ça, vous êtes content? Il y a du monde, ça passe bien, ça passe bien. On va le reprotéger puis le mettre peut-être. Sur cette scène, notre partenaire depuis très longtemps, on va dire le mot, très gentiment. Donc on va vous les présenter, on va vous dire quelques petits mots, mais vous allez sans doute certains les reconnaître quand je vais annoncer leur nom. Ces partenaires, parce qu'ils sont deux, qui nous aident donc, comme je vous l'ai dit, depuis très longtemps, depuis le début du Rêve-Icare. Donc je vais demander à monsieur le directeur du zoo de la Palmyre et son papa de venir nous rejoindre. Messieurs Taillé, le zoo de la Palmyre. Bonjour à vous, merci d'être parmi nous, de nous avoir fait le plaisir.